l'actualité de ce mercredi, 3 morts et 5 blessés. C'est le bilan d'un accident survenu à Yoff ce midi. À l'origine du drame, un camion a perdu ses freins, provoquant un choc spectaculaire. Vous le verrez dans cette édition. La menace de la hausse du prix du pain refait surface. La Fédération nationale des boulangers dénonce la non-application de la nouvelle réglementation du secteur. Le prix de la baguette pourrait passer de 150 à 200 francs CFA selon les boulangers si rien n'est fait. À Saint-Louis, la flambée des cas communautaires intrigue les populations. Face au relâchement des gestes barrières, les conseillers de quartier décident de prendre à bras-le-corps la sensibilisation. Sur le plan national, 3 morts et 136 Covid+ sont rapportés ce mercredi. Trois personnes, dont 2 enfants, ont perdu la vie dans un grave accident survenu ce midi à Yoff. Un camion fou a tout emporté sur son passage après avoir perdu ses freins. Les détails avec Ibrahima Khan et Youssou Barro. Dans ce quartier de Yoff, les stigmates encore visibles témoignent de la violence de l'accident. Le bilan est tragique, 3 morts et 5 blessés, dont 1 dans un état grave. Une défaillance de frein serait à l'origine du carnage. Le camion a d'abord heurté un vieux qui est mort sur le coup. Il a continué sa course parce qu'il n'avait pas de frein. Il a par la suite percuté un taxi, puis un autre qu'il a emporté dans son élan avant de l'encastrer contre les garde-fous érigés à quelques mètres du centre aéré. Le chauffeur du taxi s'en est sorti, mais les enfants restaient coincés dans le taxi. C'est dans ce taxi, complètement broyé par le camion fou, que se trouvaient les 2 enfants. Pour extraire leur corps, il aura fallu déployer de gros moyens. On vient de terminer la manœuvre de force. C'est une opération qui a comporté 2 volets. Le premier volet, c'était carrément du secours à victimes. Donc au-delà des 3 corps sans vie, il y a eu 5 blessés, dont 1 grave. Le chauffeur du camion, un jeune selon les témoignages, a pris la tangente après l'incident, mais il a été très vite appréhendé. Après l'incident, le chauffeur a pris la fuite. Moi, je fais partie des personnes qui l'ont poursuivi et appréhendé. C'est un jeune. Quand nous l'avons arrêté, il a vite commencé à avoir des remords en disant « Je ne devais pas conduire ce véhicule ». Ce terrible accident vient remettre au goût du jour le problème technique de certains véhicules. Une enquête devra permettre d'en savoir davantage sur les véritables causes de cet accident mortel. Et puis l'accueil et l'orientation dans les commissariats est souvent décrié. Eh bien, les choses vont peut-être changer. 300 agents ont été formés en écoute, orientation et accueil pour mieux prendre en charge les populations. Une priorité selon le directeur général de la police. Fadbintou Conté et Diafaraba. Dans les commissariats de police, la prise en charge des victimes est parfois catastrophique. Le citoyen, au lieu d'être écouté, est réprimandé. Les policiers n'ont pas le sens de l'accueil et qui croient que leur objectif, leur mission, c'est à réprimander la population. C'est méconnaître leur rôle parce qu'ils doivent être des gens disponibles, des gens qui sont à l'écoute, pour aider et orienter leur population. Un mauvais accueil qui a valu à ces 300 agents de police une formation sur l'accueil, l'orientation et l'écoute des populations au sein de leur structure. Du fait que depuis quand même un certain nombre de moments, il y a quand même des tensions que l'on relève dans les relations police-population. Et c'est justement ce que nous avons pris comme prétexte pour organiser cette série de formations afin de mieux capaciter les fonctionnaires de police à revoir leur attitude, à offrir un service de police de qualité. Parce que les citoyens, quand même, ils viennent à la police pour des réclamations ou bien des besoins de quelque nature que ce soit. Donc un bon policier bien formé doit être en mesure d'être courtois dans sa façon de parler avec le citoyen afin de le mettre à l'aise
pour lui permettre quand même de régler ses soucis au niveau de la police. En recevant le parchemin, le directeur général de la police leur a exhorté à travailler davantage sur ces approches pour rendre la police plus attractive. Il s'agit pour nous d'aller au-delà des rapports habituels police-population. L'idée de la manœuvre est de faire en sorte que le citoyen sénégalais puisse considérer la police comme étant un service public ordinaire. Ce renforcement de capacité des agents de la police va leur permettre de mieux travailler sur le contrôle des nerfs afin d'inspirer un sentiment de sécurité au sein des populations. Merci Fat Bintou. Et puis un mot sur cette saisie de chanvre indien à Sédhiou. La brigade régionale des stupéfiants de Sédhiou de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a opéré cette importante saisie de chanvre indien la nuit dernière. Les éléments du service ont saisi 55 kg de chanvre indien à la frontière guinéenne à hauteur de Kolibanta. La drogue était convoyée à bord d'une motocyclette par deux individus qui ont profité de la pénombre pour disparaître dans la nature. Il faut réformer la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. La RADDHO persiste. Cette cour est politisée selon son secrétaire général. Sadir Niass recommande à sa place une juridiction d'appel. Les jugements de la CREI n'ont concerné que quelques personnes, en l'occurrence Karim Wade, Bibo Bourgi. Les personnes qui ont été citées dans cette liste, on ne les a pas revues. Pour nous, ça c'est une considération politique. Pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas été poursuivies au même titre que les autres? C'est ça qu'effectivement nous avions déploré aussi à l'époque. Du point de vue de l'inversion de la charge de la preuve, du respect des droits de la défense et également le fait qu'il n'y ait pas de juridiction d'appel, une instance d'appel par rapport à ces décisions, effectivement, nous avions dit que c'était une cour qui était en tout cas à améliorer. On avait recommandé effectivement que cette cour soit réformée pour y intégrer vraiment les notions, le respect des droits humains, le respect des droits de la défense. Et puis je vous le disais en titre, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal n'écarte pas une hausse du prix de la baguette. Elle passerait de 150 à 200 francs CFA si l'État ne réagit pas face à ça suite à ces recommandations. Elle dénonce la Fédération, la non-application de la nouvelle réglementation du secteur. En conférence de presse, les acteurs ont dénoncé la vente du pain dans les boutiques et sa livraison par des chariots plus connus sous le nom de pousse-pousse sans le respect des mesures d'hygiène. Amadou Gaye est interrogé par Chérif Dia. En ce moment, c'est l'anarchie totale. La vente du pain à l'intérieur des boutiques de quartier sans respect des normes d'hygiène est en train de persister et surtout dans le contexte de Covid que nous vivons. La livraison du pain dans des pousse-pousse, des sacs en bandoulière, des voitures non conformes aux exigences réglementaires qui sont en train aujourd'hui de persister encore. Surtout aujourd'hui, ouverture de nouvelles boulangeries sans aucun respect des normes de distance et dispositions réglementaires à observer avant ouverture. Aujourd'hui, nous allons exiger la hausse du prix de baguette de 190 grammes à 200 francs sur toute l'étendue du territoire. Ainsi aussi, nous demandons que la boulangerie sénégalaise soit considérée comme impactée du Covid-19 afin de bénéficier de tous les avantages liés à cela. Et on en vient à la situation épidémiologique du jour. 3 décès et 136 Covid+ sont rapportés aujourd'hui. 39 personnes présentent une forme grave de la maladie. Suite au cas communautaire signalé à Saint-Louis, le collectif des conseillers de quartier sonne la mobilisation. Ses membres appellent au respect des gestes barrières, notamment le port du masque. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. À Saint-Louis, les cas communautaires augmentent de jour en jour, une situation qui inquiète le collectif des conseils de quartier de la commune de Saint-Louis. Ses membres ont pris leur bâton de pèlerin pour sensibiliser la population. Incitons les populations en tout cas à prendre ce combat-là à bras le corps.
Parce que d'abord c'est leur combat, c'est un combat communautaire. Si la communauté ne gagne pas ce combat, je ne pense pas qu'ailleurs qu'on puisse le gagner. À comprendre que cette maladie existe et à croire également qu'on peut la combattre en étant conscient de la situation et en acceptant individuellement de prendre les choses à notre compte. Le relax qui se passe actuellement dans notre ville et qu'il est grand temps de leur rappeler que la maladie, elle est encore là. Et comme l'a si bien dit notre président de la République, il faut vivre avec, mais il faut prendre des dispositions. Depuis une semaine, Saint-Louis enregistre chaque jour des cas communautaires. Pour le collectif, la population doit encore redoubler d'efforts tout en respectant les mesures barrières à quelques jours de la Tabaski. La population, elle est là, parfois relaxe, parfois insouciante, parfois, excusez-moi le terme, mais inconsciente. Notre rôle aujourd'hui en tant que communauté, en tant que responsable communautaire, c'est de les amener, en tout cas, c'est d'amener ces populations-là à s'approprier cette bataille. Saint-Louis est à ce jour à 39 cas positifs au coronavirus, dont 11 sous traitement pour le collectif des conseils de quartier de la vieille ville. Les Saint-Louisiens doivent encore redoubler d'efforts pour arrêter la propagation du virus dans la ville. Merci Ousseynou. Retour à Dakar où le forail de Seras est sous les eaux après la pluie tombée dans la capitale en cette période charnière. L'accès est difficile et perturbé par les intempéries. Les vendeurs de moutons alertent les autorités. Abifai Modou Diop. Seras s'est réveillé moite, encore mouillé d'un de ces orages de nuit qui font ici le ménage pour des eaux pénibles. Le forail ne pouvait guère ignorer que le jour inoubliable, inlassablement annoncé par la pluie, était arrivé. Seras n'était pas prête. Une nouvelle ère, un nouveau défi qui hante le sommeil des éleveurs. On nous a amputé d'un hectare. Aujourd'hui, nous sommes le seul marché dans le Sénégal que l'Apix a aussi impacté, parce que nous sommes le seul marché aujourd'hui qui a été coupé en deux. Il y a une route principale qui a traversé le rail. L'Apix nous a amputé du côté du rail. L'Apix nous a amputé du côté de l'Est. L'Apix nous a amputé au milieu du Daral parce que c'est une route qui a traversé le Daral. L'Apix pointait du doigt de la situation que vivent les Téfanqués dans le Daral. Il menace. Nous allons partir en grève et aucun mouton ne sera sur les lieux. Nous n'allons pas mettre de brassard rouge. Non, jamais nous ne ferons pas. Nous allons faire à notre manière. Aucun camion ne viendra à Dakar. Aussi, les Téfanqués resteront dans les régions. En dehors de la grève annoncée, leur situation sanitaire reste critique, avance-t-il. C'est une situation vraiment invivable. Personne ne peut respirer. Notre santé est menacée. Nous savons même plus à quel sens il faut. Regardez, c'est ici que nous mangeons et nous faisons tous nos besoins. Ils invitent l'État à leur trouver une solution immédiate. Jusqu'à présent, rien, et c'est ce calvaire-là que nous vivons. Et sous peu, si on ne nous aide pas, si on ne nous sauve pas, ce hangar-là, on va le perdre. Ils trempent dans la boue depuis la première pluie. Le forail de Seras est aujourd'hui inaccessible. La traite des moutons de Tabaski est menacée. Les éleveurs craignent la mévente de leurs bêtes. Habib, à moins de 2 semaines de la Tabaski à Thiès, clients et vendeurs de moutons font fi des gestes barrières. Conscient du danger, le service d'hygiène de Thiès apporte la sensibilisation jusque dans les enclos. Cher Anta Diop, c'est la tire. Partout au niveau des forails et points de vente du département de Thiès, le scénario est le même. Des éléments du service d'hygiène de Thiès, de concert avec le poste vétérinaire de Thiénaba, mènent des activités de sensibilisation sur les mesures de prévention. Donc nous avons vu que ce port-là n'est pas systématique au niveau aussi bien des vendeurs que ceux qui viennent pour acheter. Donc c'est pour cette raison que nous sommes là aussi vraiment pour remobiliser aussi ces personnes qui fréquentent ce forail, vraiment pour le port systématique de masques. Donc c'est pour cette raison aussi que nous sommes venus aussi avec des dispositifs de lavage des mains. Maintenant, il y a aussi la désinfection qui peut être faite si nous sentons que peut-être il y a des risques qui vont être liés à la présence de germes. C'est ce qui vendent des denrées alimentaires au niveau de ces forails. C'est très important dans ce contexte de Covid-19 de sensibiliser surtout par rapport au lavage des mains à l'eau, au port du masque. L'Haji Babacar Diallo Diop, chef de poste vétérinaire responsable du forail de Ngoundiane, sensibilise également les vendeurs de moutons et acheteurs sur les mesures d'hygiène élémentaires. Toutes les mesures ont été prises durant ces réunions pour que les gens, les éleveurs, les restauratrices
toute personne qui arrive au niveau du Forail respecte ces mesures barrières. D'ici la Tabaski, le protocole sanitaire sera renforcé. Le chef du service régional d'hygiène de Thiès fait éviter que tous les points de vente de moutons soient les lieux de transmission de la Covid-19. Merci, cher Anta. Et puis le Sénégal au chevet des migrants, demandeurs d'asile et des réfugiés pour une lutte efficace et efficiente contre le coronavirus. La mairie de Dakar, en soutien au Forum civil, a doté de kits sanitaires et alimentaires aux réfugiés. Voici la mairesse Soham Wardini avec Mamadou Fall. Ce qui arrive, c'est une pandémie. Nous devons prendre toutes les précautions pour arrêter la propagation de ce virus qui est en train de faire beaucoup de dégâts, aussi bien au plan humain qu'au plan économique. Et nous allons accompagner le forum social. Nous allons faire comme nous avons fait déjà avec toutes les populations en lançant notre campagne 1 million de masques. Nous allons nous aussi amener notre contribution en masques, en produits sanitaires et en denrées s'il y a une possibilité. Ce qui arrive et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes parmi ces réfugiés. Et vous le savez tous, la femme, c'est le pilier de la famille. Ces femmes donc qui ont leurs enfants, qui ont leurs époux, doivent être protégées et accompagnées. Et puis le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19 a été l'hôte du ministre du Pétrole et des Énergies. L'objectif est de réfléchir sur les moyens de contenir les effets de la crise sanitaire dans le secteur de l'énergie, mais également de préciser le rôle de l'énergie dans la relance. Le comité de suivi était conduit par le général François Ndiaye, compte rendu Daniel Diouf. L'objectif de cette visite, faire l'état des lieux sur les hydrocarbures et évaluer la capacité de résilience du pays dans ce domaine. Cette rencontre, le cadre propice pour estimer le rôle de l'énergie dans la relance. Plus d'1,2 milliard de francs CFA ont été collectés en nature et en espèces dans le secteur de l'énergie et ont été remis au ministère des Finances et du Budget, dont une partie, notamment la partie en nature, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour Sénélec, à date, c'est un total de 13 917 573 553 francs qui a été effectivement redistribué aux clients. Les conséquences de ces problématiques liées à la Covid-19 sont multiples. Des dispositions sécuritaires ont été prises pour assurer l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Il n'a été noté aucune rupture dans l'approvisionnement en hydrocarbures du pays depuis le début de l'année, disons tout simplement, pour faire simple. On n'a pas eu de rupture. Vous n'avez pas entendu certainement parler de rupture d'approvisionnement dans les stations les plus reculées du pays. Nous avons pu veiller quand même à ce que l'approvisionnement en hydrocarbures se déroule dans les meilleures conditions, que la SAR puisse continuer à fonctionner. Heureusement que le transport maritime n'était pas interrompu, même s'il y avait quelques difficultés. Donc l'approvisionnement du pays en hydrocarbures et surtout en gaz butane pour les ménages a été correctement assuré. Globalement, la fourniture de l'électricité également a été correctement assurée pendant cette période. Pour permettre au secteur énergétique d'être résilient et de faire face aux chocs exogènes, le comité de suivi du Force Covid-19 a émis des recommandations. Il faut tenir compte des plus faibles, des plus démunis et faire de telle sorte que tous les plans que nous mettons en place, toutes les opérations puissent également les couvrir. Il a parlé de stock. Le stock, c'est également la sécurité des infrastructures. Parce qu'on parle de gaz, on parle de pétrole. Il peut y avoir des fuites, il peut y avoir un incendie. Moi, j'ai visité le stock de sécurité du Pérou, à Lima. Le Pérou, c'est le pays minier par excellence. Nous avons visité là où l'on stocke le gaz, c'était 3 heures de visite, mais on a fait 30 minutes de visite et 1h30 de sécurité. En cas d'incendie, qu'est-ce qu'il faut faire? En cas de fuite, comment vous devez vous sauver? Malgré les mesures sociales au profit du secteur de l'électricité, l'approvisionnement en hydrocarbures a été globalement assuré par les opérateurs. Et puis lors de cette visite du comité Force Covid-19 dans son département, Mohamedou Makhtar Cissé, ministre du Pétrole et des Énergies, a confirmé l'impact de la crise sanitaire sur les projets pétroliers du Sénégal. Suivons-le au micro de la DIRPA.
information subsidiaire qui ne concerne peut-être pas directement le comité, mais qui est importante, parce qu'on en a beaucoup parlé. Il y a eu des impacts notamment sur nos projets pétroliers. C'est normal, parce que d'une part, les opérateurs, c'est des personnels expatriés pour l'essentiel, et ces personnels avaient reçu pour instruction de retourner dans leur pays d'origine. Donc ça a freiné un peu beaucoup. Et puis un mot de culture, fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19. La distribution de cette somme et l'achat des œuvres d'art suscitent beaucoup d'interrogations du côté du collectif des plasticiennes du Sénégal. En conférence de presse, ces femmes artistes dénoncent ce qu'ils appellent des actes discriminatoires à l'endroit des plasticiennes. 8 plasticiennes sur 94 ont été sélectionnées. Un malentendu selon ces plasticiennes. Suivons tout cela avec Ibou Diouf et Amadou Ba. Un tableau de couleurs à la place des brassards rouges. Là-dessus, des signatures d'artistes pour manifester un désaccord. La distribution équitable du fonds Riposte Covid alloué aux artistes plasticiennes est évoquée. Dans cette répartition, nous avons été discriminés. Et ça n'a pas... Nous avons crié cette fois, mais ça a commencé depuis un bon moment. Le collectif des plasticiennes du Sénégal demande plus d'explications par rapport à la gestion du fonds. Dénoncer un ensemble d'actes discriminatoires à l'endroit des plasticiennes. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est de savoir pourquoi acheter des œuvres au lieu d'aider les artistes à faire face aux effets induits par la pandémie de la Covid-19. Autre préoccupation qui intéresse ce collectif qui regroupe des femmes plasticiennes, plus de représentativité dans les instances de décision. Les artistes femmes sont dans leurs ateliers, sont dans leur maison. Nous nous réveillons à 4 h du matin, s'occuper de notre maison, venir dans nos ateliers. Ceux qui ont d'autres choses à faire vont le faire. Et je vous le dis, nous vivons de notre art. Je vous dis que les femmes vivent de leur art. Mais s'il s'agit de répartir, il faut bien répartir les choses. Ce message s'adresse à notre ministère, qui est notre premier partenaire. Fonds de riposte et de solidarité, les secteurs des arts et de la culture ont bénéficié de 3 milliards de francs CFA, dont 500 millions affectés à l'achat d'œuvres d'art. En ce moment, le collectif des plasticiennes du Sénégal déplore la démarche adoptée. Et puis en sport, Maïgnan n'intéresse plus l'Olympique de Marseille, selon l'entraîneur de l'OM, Ismaïla Sarr, ciblé par Liverpool. Et puis la candidature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, toujours menacée d'invalidité. L'actu sport, dans Ibrahim Thioub n'est plus le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est remplacé par Amadou Alimbaye, doyen de la FASEC. Information annoncée en Conseil des ministres tout à l'heure. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info.